Donc, on va commencer. Mais c'est toujours un peu long pour faire passer le PowerPoint. Très bien, alors on peut déjà faire une toute petite présentation des gens qui sont aujourd'hui à la halle, c'est-à-dire le Beaufortin au complet. Puisqu'on a, en tant qu'élu, Annick Cressan qui nous a rejoint à l'instant. Et puis après, on a nos 3 agents de service. Géraldine Galis. Adrien Jézéquel. Et puis Julie Pont, qui sont là et qui vont animer cette présentation sur la commission transition écologique. Juste pour vous dire qu'on va dérouler le PowerPoint, mais qu'à un moment donné, peut-être à la fin, on fera un appel à candidature pour animer la partie de l'axe 4, qui est l'adaptation au changement climatique. Voilà, pardon. Qui est l'adaptation au changement climatique. Et on va avoir besoin de quelques élus, alors 2 ou 3 au moins, pour vraiment prendre en compte cet axe 4, puisque aujourd'hui, on manque un peu de moyens pour tout gérer. Le PCAET, c'est quelque chose de très, très vaste. Ce qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est plus sur l'économie d'énergie, production ou diminution des gaz à effet de serre. Il y a l'axe 4 qu'il ne faut pas oublier, qui est effectivement la valorisation de notre patrimoine local. Et du coup, on fera un appel pour si 2 ou 3 élus sont intéressés pour travailler avec Géraldine sur cette thématique-là, ce sera avec grand plaisir. Très bien. Du coup, donc, l'ordre du jour, voilà, vous l'avez tous reçu. Il y a M. Perrier de la société Voltalis qui va présenter en fait leur dispositif pour faire de l'effacement diffus. Ensuite, on va valider une première partie des fichiers actions qui concerne l'axe 1, puisqu'on fera, je pense, courant janvier, une réunion aussi transition écologique, mais pour valider les fichiers actions de l'axe 2, 3 et 4, parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'était histoire de ne pas vous perdre tout de suite. Ensuite, on aura un point par Adrien sur les réhabilitations énergétiques qui sont prévues pour les gendarmeries de Grésy-sur-Isère et de Beaufort. Et puis ensuite, on a voulu vous faire un petit point d'actualité. Voilà. Du coup, Monsieur Perrier, je vous laisse prendre la main. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vous laisse partager votre écran. On vous laisse 30 minutes, ça va? Oui, très bien. Voilà. Et puis du coup, pour les élus, voilà, derrière leur écran qui ont des questions, vous pouvez les poser via le chat et puis moi, je les relayerai à M. Perrier. Très bien. Donc, vous m'entendez tous, c'est bon? On vous entend. Parfait. Donc, la présentation, elle va se dérouler en 4 temps. Je vous propose à chaque fin de grande partie, je vous laisserai un petit temps pour poser les éventuelles questions. Donc, l'effacement de consommation, ça consiste à installer un boîtier chez les particuliers qui va leur permettre à eux de faire des économies d'énergie et, vu du système électrique, de le soulager, notamment en période de pointe. Donc, la première partie, ça va être consacrée à la présentation de ce dispositif. Ensuite, on verra l'intérêt pour nos adhérents d'adhérer à ce dispositif. On verra ensuite rapidement l'histoire de Voltalis et enfin, à Arlysère, le potentiel qu'il existe. Donc, l'effacement de consommation, ça va répondre à plusieurs enjeux qui sont plus ou moins récents, notamment la qualité de l'air et le changement climatique. Maintenant, on commence à être bien au courant du fait qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos consommations énergétiques. On a aussi la croissance des énergies renouvelables qui ont le malheur d'être intermittentes, donc il faut trouver une solution pour les intégrer au mix énergétique français. On a également des nouveaux usages, notamment, je pense à la voiture électrique. Une personne qui utilise une voiture électrique, elle rentre chez elle le soir, elle branche sa voiture et elle la débranche le matin. Donc, elle va avoir 8 heures de charge alors qu'elle en aura besoin que de 4. Donc, sur les 4 heures en trop, qu'est-ce qu'on peut faire de cette énergie? Et enfin, il y a de plus en plus de particuliers qui vont piloter leurs équipements, notamment de chauffage. Mais ce pilotage, il ne sera pas synchronisé avec les besoins du réseau. Historiquement, pour pallier au pic de consommation, notamment en hiver, on va augmenter l'offre de production d'énergie et on va surdimensionner les capacités de transport. Et nous, on propose une alternative, c'est la gestion active de la demande, ce
qui va permettre de baisser les consommations des appareils de chauffage en temps réel au moment où le réseau en a besoin. On va répondre aussi à des enjeux sociaux. Ici, on a l'évolution du tarif réglementé de l'électricité qui ne cesse d'augmenter depuis 6 ans. On a une augmentation globale de 22% qui s'est poursuivie en août 2020 puisqu'il y a eu une nouvelle augmentation du tarif de l'électricité. Sachant qu'en France, on a à peu près 7 millions de logements qui sont chauffés au tout électrique. C'est ces personnes-là que le système Voltalis va adresser. En moyenne, pour un ménage de 4 personnes, pour un T3, on a une facture d'électricité qui s'élève à 1 700 € par an, donc pour ces logements qui sont chauffés au tout électrique. Donc, c'est un gros poste de dépense. D'autant qu'on voit en bas, au niveau du chauffage électrique et de la production d'eau chaude sanitaire, que ça représente quasiment 80% de la consommation électrique. Donc, c'est un gros levier sur lequel on peut agir pour réaliser des économies d'énergie. Et d'autre part, on a 4 millions de foyers en France qui sont en situation de précarité énergétique et qui consacrent plus de 10% de leurs revenus en dépenses d'énergie. Concrètement, l'effacement diffus, ça consiste à produire des économies d'énergie chez les particuliers au moment où le réseau électrique en a besoin. De notre côté, pour Voltalis, le but, ça va être d'agréger ces micro-suspensions, donc on parle de l'ordre de 10 minutes à chaque fois, plusieurs fois dans la journée. Et le but de Voltalis, ça va être d'agréger ces effacements qui sont faits à l'échelle de 5 ou 10 000 sites et de produire ces effacements pour le système électrique. Donc pour ça, on installe un boîtier dans le tableau électrique qui va être raccordé aux lignes de chauffe et aux ballons d'eau chaude. Et c'est par le biais de ce boîtier qu'on va pouvoir, à distance et en temps quasi réel, avec une réactivité de 2 secondes, couper les lignes de chauffe. Donc voici comment ça se passe. On a un premier boîtier qu'on appelle le modulateur qui est ici, qui va s'installer dans le tableau électrique, qui va être relié sur les lignes de chauffe. Et lui, son but, ça va être de compter l'énergie qui passe et quand un ordre d'effacement est envoyé, de couper la consommation des chauffages et du chauffe-eau. Et ensuite, on a un boîtier pilote qui, lui, va faire la communication avec la plateforme Voltalis. Il va fonctionner un peu comme un téléphone portable. Il a une carte SIM comme un téléphone portable avec Bouygues, Orange, SFR en fonction de ce qui capte le mieux à l'endroit où on est. Et c'est par le biais du boîtier pilote qu'on va envoyer les ordres d'effacement au modulateur. Donc une installation prend en moyenne 1h30 chez un particulier. Avec un modulateur, on va pouvoir piloter jusqu'à 4 lignes de chauffe. Si dans un foyer, il se trouve qu'on a plus de chauffage que ça, on rajoute un modulateur, sachant qu'un pilote, ici, peut piloter jusqu'à 8 modulateurs. Donc, par exemple, dans un immeuble, on peut imaginer un pilote au premier étage, un pilote au dernier étage, qui va permettre de piloter l'ensemble de l'immeuble. On ne va pas avoir besoin d'un pilote par installation. En revanche, le modulateur, lui, il a besoin d'être présent sur tous les sites. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Il y en a qui ont déjà des questions? Non, apparemment, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer. Alors, on continue. L'intérêt pour nos adhérents de participer à l'effacement diffus, il est d'abord économique, puisqu'ils vont pouvoir réaliser jusqu'à 15% d'économie d'énergie sur leur facture. Il y a un second volet qui est économique. On va éviter jusqu'à 30% d'émissions de CO2, puisque nos principaux concurrents, ça va être les centrales thermiques d'appoint. Les centrales à gaz, à fioul, et puis des centrales à charbon, par exemple, quand on achète de l'électricité qui vient d'Allemagne, ils ont beaucoup de centrales à charbon. Et donc, quand nous, on va proposer sur les différents marchés des blocs d'effacement, imaginons que le RTE fasse un appel d'offres, il dit, ben voilà, dans 2 heures, je vais avoir besoin de 15 mégawatts. Nous, on va répondre à cet appel d'offres en proposant 15 mégawatts d'effacement, c'est-à-dire de réduire la consommation de 15 mégawatts. En parallèle, on va avoir une centrale thermique qui va proposer de la production de ces 15 mégawatts.
Et donc, on sait que pour produire ces 15 mégawatts, une centrale thermique va émettre une certaine quantité de CO2. Donc, on sait mesurer la quantité de CO2 que Voltalis évite par le biais de ces effacements. Ensuite, les adhérents vont participer à une action solidaire en faveur de la transition énergétique. Et paradoxalement, c'est ça qui va les faire adhérer au dispositif. Ce n'est pas tant le côté économique, pas tant le côté économie d'énergie, c'est vraiment de participer à quelque chose de global à leur niveau, de participer à la transition énergétique. Et enfin, ce dispositif est totalement gratuit, que ce soit pour l'adhérent ou pour la collectivité qui sera partenaire de Voltalis. En effet, Voltalis est rémunéré par le système électrique pour les services rendus. C'est-à-dire que quand nous, on va proposer un bloc d'effacement, eh ben, le système électrique va avoir moins de quantité d'énergie à transporter et donc ça lui rend service et c'est pour ça qu'on est rémunéré. Concernant les 15% d'économie d'énergie, on a deux leviers pour ça. On a d'abord les effacements qui sont opérés par Voltalis. Donc ici, on a la représentation d'un site qui a été équipé où, vous voyez ici, on a 3 bandes blanches qui matérialisent les effacements qui sont envoyés par Voltalis. Le code couleur, ça correspond aux différentes pièces qui sont raccordées au boîtier. Donc en bleu foncé, on va avoir le salon. En cyan, on va avoir la cuisine. En gris, une chambre. Et en rouge, le chauffe-eau. Et en jaune, ça va être toutes les consommations qu'on ne va pas piloter, c'est-à-dire la télévision, le frigo, les différentes prises, etc. Et donc, Voltalis va opérer plusieurs effacements dans la journée, qu'on voit ici, son nombre de 3, c'est les bandes blanches. Et donc, on voit bien le résidu jaune à chaque fois, qui correspond aux usages qu'on ne va pas piloter. Donc ça, c'est un premier gisement d'économie d'énergie pour le particulier. Et un second gisement, ça va être les outils de suivi et de pilotage qui sont mis à disposition de nos adhérents. Ça va leur permettre de suivre leur consommation et en même temps de les piloter. Je vais essayer de vous partager directement l'application. Comme ça. Donc là, normalement, vous voyez l'espace personnel qui est mis à disposition de chaque adhérent. Donc, on a un onglet en résumé qui, comme son nom l'indique, résume un peu tout ce qu'on peut trouver plus tard. Donc, la consommation sur les 7 derniers jours, l'évolution de la consommation sur la semaine passée, avec aussi la courbe de température extérieure. Donc, on remarque ici, par exemple, que plus il fait chaud, moins on va consommer d'énergie, ce qui est normal. On va pouvoir faire cet affichage de consommation en kilowattheure comme on a ici, ou en euros. En euros, c'est un peu plus parlant. On voit que le 9 décembre, on a consommé un peu plus de 7 euros d'énergie. Ensuite, on a l'onglet sur l'année qui va permettre de voir sur l'année tout ce qui a été consommé. Donc, on voit que le mois de janvier a été le plus consommateur en termes d'énergie. Encore une fois, on peut mettre un affichage en euros. Et donc là, on voit qu'on a dépensé à peu près au total 180 euros d'énergie en janvier 2020. Encore une fois, on a aussi ici la température extérieure. Et donc, les usages sont différenciés en fonction des lignes qui sont raccordées. Donc, ça va permettre de voir aussi, par exemple, si on a une chambre qui chauffe plus que l'autre, essayer de voir ce qui se passe, si on a un problème d'isolation au niveau des fenêtres, etc. Ensuite, on a d'autres informations. Ici, on a l'énergie totale qui a été consommée par le foyer, l'énergie qui a été effacée par Voltalis et par l'adhérent, la quantité de CO2 dont l'émission a été évitée et le pic de consommation qui a été effectué. Cette information, elle est intéressante puisque ça va permettre de vérifier que le contrat d'énergie est bien dimensionné en fonction de notre consommation. Si par exemple, ici, on était sur un contrat en 12 kVA, on voit qu'on ne dépasse jamais les 9. Du coup, on peut se dire qu'on va baisser notre contrat et donc faire des économies. Du coup, Tanguy, on a déjà 2 questions. Je ne sais pas si on va peut-être prendre le temps de répondre. Il y a une petite question de Madame Ruffier-Desem, c'est sur en fait les CPL qui génèrent de l'électricité sale. Est-ce qu'un filtre est prévu? Et d'autre part, vous avez parlé de carte SIM. Donc, la communication, il est forcément Wi-Fi ou filaire. Voilà, la question, c'est ça, Wi-Fi ou filaire. Ok, alors pour l'instant,
Je vais revenir sur la présentation du coup. Hop, Ici, donc la liaison effectivement entre le modulateur et le pilote se fait par CPL. Donc là, au niveau du filtre, je ne sais pas. Il Non, faudrait que mais je me je renseigne. peux peut-être répondre, Tanguy, si Oui, tu veux. vas-y. Effectivement, non, on n'a pas de filtre CPL. Euh, la liaison entre le modulateur et le pilote est très courte en termes de distance, je dirais, puisque le pilote est souvent raccordé à côté, à proximité immédiate du tableau. Alors, je ne sais pas si ça a un impact sur votre question, enfin si ça répond à votre question, mais en tout cas, on n'a pas de filtre CPL, effectivement, euh, sur ces équipements. Okay. Ensuite, il y avait la question Ah non, bah, allez-y, ouais. Il y avait la question Wi-Fi. Oui, alors pour ce qui est de la relation entre le pilote et la plateforme Voltalis, on a en GPRS, donc l'ancêtre de la 3G. Donc on n'est ni en Wi-Fi ni en filaire, finalement. On est en 2G-. Ensuite, il y a la question des C2E. Est-ce que vous récupérez des C2E avec les boîtiers? Alors, ça c'est pareil, la réponse est non. On n'est pas éligible à des C2E, même si l'outil MyVoltalis que Tanguy vous a présenté est pas très loin d'être éligible à certaines fiches standards, notamment celles qui permettent de mettre, enfin les outils de mise à disposition de suivi de consommation. Mais à ce stade, non, le boîtier n'est pas éligible aux fiches C2E. Et après, il y avait la question des coupures. Les coupures, elles durent combien de temps? C'est des secondes, des minutes plus? Alors en moyenne, on est sur 10 minutes. On a plus de 99% de nos effacements qui durent moins de 13 minutes. Et donc voilà, on est entre 7 et 13 minutes. En moyenne, ça revient à 10 minutes. Et est-ce que Voltalis rémunère le particulier pour la part des effacements qui lui permet d'effectuer? Non. Le particulier fait des économies d'énergie, mais n'est pas rémunéré par Voltalis. Et les coupures, elles sont existantes ou elles sont provoquées? C'est-à-dire? Les coupures, je pense, avec votre boîtier, c'est ça la question, Monsieur Bénard. Ce sont des ordres d'effacement. On envoie des ordres d'effacement, donc c'est nous qui les provoquons. Voilà, exactement. C'est des algorithmes qui tournent en permanence et qui vont envoyer des ordres à nos différents boîtiers sur tout le territoire, même à l'international. Donc oui, c'est nos algorithmes qui provoquent les effacements. Je vous laisse continuer. Ouais. Alors, je vais repartir sur l'outil MyVoltalis. Donc là, je vous ai présenté les outils de suivi. Et maintenant, on a aussi des outils de pilotage. Donc, on voit ici sur le mode on-off, par exemple, qu'on a des chambres qui sont en train de consommer puisqu'elles chauffent actuellement. Mais imaginons qu'on est le matin, on est parti au travail, on n'a plus personne à la maison, donc on n'a pas besoin finalement que les radiateurs chauffent. Donc, on va pouvoir à distance les éteindre en cliquant et hop, vous voyez ici, j'éteins les différents radiateurs et puis après, je les rallumerai 1 heure avant de revenir, histoire qu'il fasse bon quand j'arrive. Et enfin, on a un dernier mode, c'est le mode absence, où là, ça revient à peu près au même, mais on va pouvoir programmer un temps d'absence. Imaginons qu'on parte 1 semaine, j'active mon mode absence, je connais la durée de mon absence, je sais que je vais partir 4 jours, un week-end prolongé, et là, voilà, j'ai coupé tous mes radiateurs et ils vont se relancer le 20 décembre à 17h25. Donc, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur l'utilisation de la plateforme MyVoltalis? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vous laisse continuer si jamais on reviendra. Oui. Donc, concernant Voltalis, c'est une société qui a été créée en 2006, qui a été certifiée par RTE en 2008. Entre 2008 et 2015, on a posé à peu près 100 000 boîtiers sur le territoire français. On s'est arrêté en 2015 puisqu'on n'avait pas de modèle économique. Donc, on a investi plusieurs dizaines de millions d'euros pour déployer des boîtiers. Et puis, voyant qu'on n'avait pas de modèle économique, on a stoppé notre déploiement.
en 2015. On a continué à faire vivre le parc jusqu'à 2019 où l'Europe a fait passer un décret qui permet de rémunérer l'effacement diffus. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on reprend notre déploiement de manière industrielle. On a également l'Europe qui nous soutient via la Banque européenne d'investissement qui nous a prêté 20 millions d'euros. Donc là, on est dans des moyens financiers et humains qui sont supérieurs à ceux qu'on avait à l'époque du premier déploiement, ce qui nous permet de déployer de façon massive sur tout le territoire français. Et donc ici, on a quelques chiffres concernant les données collectées et les ordres d'effacement qui sont envoyés. C'est pour vous montrer que c'est énormément de données et ça explique aussi pourquoi on est tout seul sur le marché, c'est qu'on a 10 ans en fait de données, nos algorithmes, ça fait 10 ans qu'ils apprennent d'eux-mêmes et donc c'est ça qui nous donne aussi un avantage concurrentiel sur d'autres sociétés qui voudraient se lancer. Une société qui voudrait se lancer maintenant, elle aurait 10 ans de retard sur Voltalis, pour faire simple. D'autre part, Voltalis maîtrise l'ensemble de la chaîne, que ce soit du recrutement des adhérents au déploiement de ces boîtiers jusqu'à la production des effacements. On travaille aujourd'hui avec des partenaires pour nos actions de porte-à-porte et d'installation. Ça va nous permettre de recruter des ressources localement sur les territoires où Voltalis est soutenu par une collectivité. On s'engage à recruter à minima sur le département quand on a des opérations communes avec des collectivités. Notre but, c'est d'essayer de créer de l'emploi local assez durable. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler à l'échelle de l'EPCI, ce qui nous permet d'avoir une vision à moyen terme. Donc ici, c'est une cartographie de là où on est présent. On a 2 régions qui sont historiquement partenaires de Voltalis pour 2 raisons assez différentes. On a d'abord la Bretagne, puisque les Bretons sont très sensibles aux questions énergétiques, puisqu'ils ont peu de moyens de production et qui sont en bout de ligne. Et généralement, c'est eux qui vont être coupés en premier lorsqu'on a des pics de consommation. Il y a peu de temps, la ministre de la Transition écologique était sur le plateau de BFM TV et elle parlait de coupures en cas d'hiver rude au mois de février, à petite échelle et de courte durée, mais on parle quand même de 200 000 foyers et des coupures de 2 heures. Donc ça explique aussi pourquoi en Bretagne, on a historiquement beaucoup de demandes. Et en région Rhône-Alpes, où là, c'est un peu l'inverse. On a beaucoup de moyens de production, mais les moyens de transport sont assez limités. C'est un peu comme si on avait une autoroute bouchée au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a déployé des boîtiers là-dessus. Et donc, quand on... Décidément. Et donc, quand on a un partenariat avec une collectivité, on a plus de 3 habitants sur 4 qui sont d'accord pour adhérer au dispositif. Donc, c'est quand même un score assez intéressant. Alors, juste avant de passer à la suite, on a quelques questions. Oui. Micro-coupures de 10 minutes, parfois plus, elles peuvent avoir un impact important sur le confort des utilisateurs. Alors, non. Les coupures n'ont aucun impact sur l'utilisateur. L'ADEME a fait une étude sur notre parc breton en 2014. C'est la CSTB qui a fait une enquête pour l'ADEME. Et donc, elle a conclu à une baisse de, en moyenne, 0,4 degrés après un effacement, tout en sachant qu'en 2014, on était encore en phase de test et on avait des effacements qui duraient jusqu'à 30 minutes. Donc, vraiment, 0,4 degrés, c'est $1. Par exemple, vous ouvrez la fenêtre pour aérer votre logement une dizaine de minutes, vous perdez bien plus que 0,4 degrés. Et puis, est-ce que je peux rajouter juste que de toute façon, chaque utilisateur dispose sur son boîtier d'une dérogation. Donc, au cas où il y aurait un inconfort à un moment donné, il a la capacité d'interrompre l'effacement en cours à tout moment et de reprendre la main. Donc, ça vient compléter quelque part la sécurité technique, la sécurité sur notre production d'effacement qui est relativement courte, entre 7 et 13 minutes. Vous avez, comme l'a dit Tanguy, une inertie dans le bâtiment qui fait que l'impact en température est assez faible. Il prenait comme référence l'étude de l'ADEME 2014. Elle a été complétée par d'autres études qu'on a menées,
où on sait que sur 7, 8, 9, 10 minutes, vous allez perdre plutôt 0,1, 0,2 degrés. Autant vous dire que c'est complètement insensible et que de toute façon, sans l'action de Voltalis, votre logement, au sein même d'une journée, il va avoir des fluctuations de température qui vont de l'ordre de 1 à 2 degrés. Donc, vous voyez, on vient s'inscrire quelque part dans un rythme complètement normal de variation de température d'un logement dans ces saisons-là. Donc, ce dont vous parlez, Olivier, c'est le petit bouton qu'on retrouve ici sur le modulateur. Et si on génère de l'inconfort chez un adhérent, il peut appuyer sur ce bouton ici et donc il va être pendant 3 heures exempté d'effacement par Voltalis. Très bien. Et du coup, est-ce qu'on peut comparer, voilà, pour ceux qui connaissent, votre boîtier un peu au système de l'EJP que propose... Absolument pas. Ça n'a strictement rien à voir. On fait un pilotage, nous, en instrumentant des sites sur des usages, alors que l'EJP est un mécanisme d'effacement tarifaire. C'est-à-dire que, d'ailleurs, l'EJP n'est plus proposé par EDF depuis de nombreuses années. Il y avait aussi un autre tarif de ce type qui s'appelait Tempo. Et les deux ne sont plus proposés. L'effacement tarifaire, c'est se dire que toute l'année, vous bénéficiez de conditions de tarifs d'électricité avantageuses, mais qu'en période d'ultra-pointe, c'est-à-dire l'hiver, votre prix de l'électricité quadruple. En gros, on vous incite à avoir un autre moyen de chauffage que ceux de votre radiateur électrique. Donc, on compte sur la bonne volonté des gens de ne pas consommer à ce moment-là. Nous, on est vraiment beaucoup moins impacté en termes de confort, puisque quand on fait des petits effacements de ci et là de quelques minutes, on n'empêche pas le reste de la journée les gens de consommer leur énergie. Donc, c'est des choses qui sont vraiment différentes. Et ensuite, la question, donc les algorithmes tiennent compte de l'état de charge du réseau RTE. Et ensuite, quel lien avec le Linky? Alors, effectivement, on est en liaison directe avec RTE, puisque comme Tanguy vous l'a expliqué, l'idée, c'est de apporter un service au réseau en temps réel lorsqu'on a le besoin. Donc oui, on est branché en permanence, je dirais, avec les RTE, et on agit à la demande d'RTE. Ils nous sollicitent plutôt que de solliciter une centrale thermique. Et le deuxième point, par rapport à Linky, Linky est un compteur communicant, donc il sert surtout et essentiellement aux fournisseurs d'énergie qui vont se baser sur vos consommations mesurées par le Linky. Le Linky n'est en aucun cas en capacité de faire du pilotage d'équipement comme notre boîtier. Et j'irais même que, et c'est le cas d'ailleurs, on a souvent des boîtiers Voltalis dans des logements qui sont équipés de Linky. Mais ça ne rend pas du tout les mêmes services. Après, il y a des questions sur les économies, du coup, parce que c'est vrai que vous vendez moins 15% d'économie d'énergie, et du coup, après une coupure de 10 minutes et une baisse de 0,4 degrés, ils sont où les avantages? Et enfin, non, le radiateur, il va fonctionner davantage pour remonter en température, donc quelque part une surconsommation. Donc voilà, on se pose des questions. Alors ça, c'est pareil, c'était un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et qui nous a été reproché au démarrage de l'activité de Voltalis quand on ne connaissait pas le dispositif. Force est de constater que l'effet dont vous parlez, qui était un effet de report de consommation ou de rebond de consommation, il existe certes, mais il ne concerne qu'à peu près 20 à 30% de l'effacement. C'est-à-dire que si vous effacez sur une base 100, vous allez reconsommer un report de 20 ou 30. C'est-à-dire que vous avez fait entre 70 et 80% d'économie. Donc, un effacement est une réelle économie d'énergie. Ce n'est pas que du report de consommation. Et là, pour le coup, ce n'est pas nous qui le disons. L'étude ADEME dont parlait Tanguy vient le prouver sur un grand nombre de sites qui ont été testés. Je vois une autre question. 15% de kWh en moins, combien d'euros? Vous prenez un tarif réglementé à peu près 15-20 centimes d'euros TTC. Vous prenez des consommations moyennes de chauffage et de ballons d'eau chaude qui représentent 80% de votre consommation sur 1700. Vous faites à peu près 100-150 euros d'économie. Et ensuite, il y avait la question des 15% d'économie d'énergie. C'est de la consommation et ou du tarif? On est d'accord que c'est de la consommation? Alors, nous, on agit sur la consommation. On n'a absolument aucune influence sur les tarifs de l'électricité, bien évidemment, ni sur les contrats que chacun des particuliers ont. Donc, c'est ça qu'on aime dire. On parle d'une économie sur la seule chose que vous maîtrisez vraiment, c'est-à-dire votre consommation.
On vous laisse poursuivre. Donc en Savoie, on a 120 collectivités qui sont partenaires de Voltalis, également une quarantaine de bailleurs sociaux. Non, ça c'est en région Rhône-Alpes, pardon, et 25 000 logements équivalents qui sont équipés. En Savoie, du coup, on a 7 842 logements, c'est une faute de frappe, là on parle bien de la Savoie, et on a bien 7 842 logements équivalents qui sont équipés. Quand on parle de logements équivalents, on inclut également les résidences de vacances comme Pierre et Vacances ou Odalis qui ont été installées historiquement et qui représentent du coup un gisement important de capacité d'effacement pour Voltalis. Et donc, sur le département de la Savoie, on a 554 résidences principales qui sont déjà équipées du boîtier Voltalis. Concernant le partenariat, l'intérêt pour les adhérents, on en a déjà parlé, et pour le partenaire, ça fait une action concrète en faveur de la transition énergétique qui permet notamment d'atteindre les objectifs du plan climat. Ça donne aussi une connaissance approfondie des consommations. On peut imaginer installer les bâtiments publics, donc une mairie, un stade, une bibliothèque, et ça va permettre aussi de réaliser des économies d'énergie sur ces équipements-là, et donc donner un peu une vision de la hauteur sur les économies d'énergie du territoire, et par exemple pour une plateforme de rénovation énergétique, on peut vous donner des données de consommation sur les équipements raccordés et ainsi privilégier certaines zones à rénover plutôt que d'autres. C'est ce qu'on a fait par exemple avec la métropole de Brest, où on distribuait le flyer Tinergie, qui est le flyer de leur plateforme de rénovation énergétique, avec qui on avait ciblé certains quartiers à rénover en priorité. Donc sur le territoire d'Arles-Isère, on a quasiment 7000 résidences principales qui sont chauffées au tout électrique. Le plus gros potentiel étant représenté par Albertville avec plus de 2100 résidences principales qui sont chauffées au tout électrique. Les 3 plus grosses communes représentent quasiment 60% du potentiel total du territoire. Et donc l'objectif de ce partenariat, ça va être d'installer 1000 résidences principales. Ça correspond à peu près à 15% du potentiel des 6900. Ça va représenter 2000 heures de travail au bas mot pour des électriciens et conseillers terrain locaux. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la volonté de Voltalis de créer de l'emploi local. Donc voilà, on y est. Et quand je dis 2000 heures au bas mot, c'est parce que là, c'est quasiment seulement le temps de pause du boîtier. Mais il y a toute une phase de repérage des logements qui sont chauffés au tout électrique, puisque les chiffres nous sont donnés par l'INSEE, donc on sait combien il y en a, mais on ne sait pas où ils sont. Donc on a toute une phase où on a des équipes terrain qui vont marcher dans les rues et essayer de repérer quels logements sont chauffés au tout électrique. Donc tout ça, c'est du temps passé sur le terrain. Et donc par an, ça va représenter environ 150 000 € d'économie d'énergie pour les habitants. Je parle bien des 1000 résidences principales. 1 gigawattheure d'énergie économisée et 500 tonnes de CO2 dont l'émission peut être évitée. Et donc tout ça, ça représente une action rapide, concrète, mesurable et surtout sans investissement financier pour la collectivité qui participe aux objectifs du plan climat et plus globalement de la transition énergétique. Et Monsieur Perrier, comme on a un Oui. ordre un peu contraint, voilà, je vois que vous allez passer à la suite, mais du coup, l'idée, c'était en fait qu'après votre présentation, la commission puisse se positionner, en fait, savoir si on opte voilà, pour vous accompagner dans le déploiement ou Oui. pas. Du coup, voilà, juste en quelques mots, nous dire un peu ce que vous attendez finalement d'Arles-Isère et puis des communes du territoire, parce qu'il y a un grand nombre de communes voilà, derrière l'écran qui sont représentées par les élus de la commission. Donc, voilà. Oui, et on y est justement. Donc, ce qu'on va demander à nos partenaires, ça va être surtout de la communication. Donc, un courrier signé par le président de l'agglo, sur lequel on peut tout à fait imaginer des communes qui s'associent à la démarche et qui apposent aussi leur signature. Après, ça va être de la communication sur les bulletins municipaux, sur les réseaux sociaux, sur les magazines des communes. Une réunion d'information en fin de déploiement pour faire un bilan, pour
faire témoigner des adhérents qui ont été installés, d'autres qui avaient été installés lors du premier déploiement et qui viennent partager leur expérience, et puis de l'affichage sur des bâtiments publics, en mairie, en bibliothèque, etc. Et en contrepartie de cette communication, Voltalis prend en charge la réservation des ressources d'intervention. On va accompagner la communication de la commune, donc c'est nous qui vous fournissons les supports, c'est nous qui finançons l'impression et le portage de ces supports au niveau des particuliers. On va vous offrir aussi un suivi opérationnel et de manière annuelle, on vous donnera aussi un bilan de ce qui a été effectivement effacé, effectivement économisé et des quantités de CO2 qui ont effectivement été évitées. Donc ce qu'on a vu un peu plus tôt, c'est théorique, mais c'est tout à fait mesurable et c'est un bilan qu'on s'engage à vous fournir de manière au moins annuelle ou selon votre demande. Très bien. Bah, du coup, je ne sais pas s'il y a des élus voilà, qui, derrière leur écran ou même en salle, ont des questions à vous poser. On peut peut-être prendre 5 minutes et puis après, nous, on poursuivra notre réunion et puis Oui. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, bah, apparemment, c'est clair pour tout le monde. Moi, j'ai une question. Je suis pas élu. Vas-y. Que deviennent les données qui seront récupérées sur les plateformes? Les données. Pardon, j'ai pas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Que deviennent les données qui sont récupérées sur les plateformes de consommation pour les particuliers? Voltalis est propriétaire des données qu'il récupère. C'est des données qui sont importantes pour Voltalis. Donc, elles sont gardées évidemment pour Voltalis puisque ça permet aussi à nos algorithmes de progresser et d'effacer de manière plus pertinente les différents les particuliers. Pour le dire autrement, les données qu'on récupère, qui sont des données de consommation, déjà dans un premier point, sont des données qui ne sont pas sensibles dans le sens de la RGPD. Et deuxièmement, on ne revend strictement aucune data à qui que ce soit. Donc c'est très clair. C'est des choses qu'on garde pour nous et qui sont nécessaires, qui nous sont demandées en particulier par le RTE pour justifier de nos actions. Qui nous mesure, il mesure notre action et c'est à travers des données de consommation des particuliers. Pour répondre à votre question, les données sont physiquement stockées en France dans un data center partenaire. Et là, juste, il y a des petites questions qui viennent d'apparaître. Est-ce qu'il y a des actionnaires au sein de Voltalis? Oui. Alors, notre principal actionnaire, c'est un fonds d'infrastructure qui s'appelle Meridiam. Meridiam finance habituellement des infrastructures, comme je viens de l'expliquer, à savoir des autoroutes, des hôpitaux, des ports. Ils travaillent sur des investissements à long terme et ils ont créé un fonds à la suite de la COP21. Dans ce fonds, Voltalis est une de leurs activités, à côté également d'activités dans la biométhanisation et dans le développement d'infrastructures de bornes de recharge de véhicules électriques. Et du coup, il y a un élu qui dit qu'on n'aura plus la main sur notre installation. Ah si, absolument. Il n'y a strictement aucun... Le sujet, c'est que vous avez un boîtier chez vous, il pilote les consommations. Notre objectif et notre promesse, c'est que ça n'impacte pas votre confort, mais que ça vous fasse faire des économies d'énergie. Si vous avez une gêne à un moment donné, pourquoi pas, vous avez un bouton de dérogation. Si vous êtes plus satisfait, et ça fait partie de la convention de partenariat qu'on met en place avec la collectivité, vous avez largement et sans aucun coût la capacité de vous désengager sur simple coup de fil. Très bien. Et du coup, donc, où sont stockées physiquement les données, vous avez répondu. Oui. Et du coup, est-ce que vous avez comparé le bilan carbone du stockage des données aux économies carbone effectuées? Alors, le coût de CO2 du stockage de données par rapport au... Alors non, on n'a pas comparé, on n'a pas mesuré les deux. C'est un bon point. Mais c'est, je pense, sans pouvoir l'affirmer par des chiffres, que c'est infiniment moins... Enfin, notre action réduit infiniment plus les émissions de CO2 que ce que nous coûte le stockage de nos données. Et ensuite, on va prendre une dernière question, parce que malheureusement, il faut qu'on poursuive notre réunion, mais avons-nous la garantie que l'on ne sera pas coupé par EDF si nous avons ce système? En aucun cas, je vous le garantis. On a équipé 100 000 logements partout en France, avec quels que soient les fournisseurs d'énergie, et il n'y a aucun rapport de cause à effet là-dessus.
Et du coup, la solution, donc effectivement, elle est gratuite pour le particulier. Et comment se rémunère Voltalis? Donc juste, moi, si j'ai bien compris, vous vous rémunérez par les effacements que vous vendez à RTE. Exactement. Du point de vue du système électrique, un effacement de consommation équivaut à une augmentation de la production. Donc, au même titre qu'une centrale thermique, lorsqu'elle démarre, se rémunère sur les électrons qui sortent de la centrale, eh bien nous, on se rémunère sur les électrons qui ne sont pas consommés en temps réel. Ça revient strictement au même du point de vue du système électrique et ils nous payent pour cela. Du coup, il y a M. Gigleux qui demandait si on ne sera pas coupé d'EDF. En fait, il parlait de couper en cas de surcharge. J'avoue que je ne saisis pas bien la question. Monsieur Gigleux, si vous voulez prendre la parole avec votre micro puis poser votre question. Ah oui, bonjour. C'est simplement pour savoir si on a ce système. Si en cas de surcharge qu'EDF doit faire une coupure d'1 ou 2 heures, on sera coupé aussi, malgré qu'on a un système de délestage. Alors, l'objectif, c'est justement d'éviter d'avoir des coupures à l'échelle de quartier, de ville, ou justement en faisant de l'effacement. C'est l'étape d'avant. Si vous voulez, dans l'urgence, dans le degré d'urgence en cas de pic de consommation en hiver, vous avez plusieurs moyens qui s'activent. Vous avez la capacité, déjà on fait tourner nos centrales de production au maximum. Après, s'il nous manque encore de l'énergie ou de la puissance, on en importe de l'étranger. Et puis après, on peut faire appel à l'effacement. Et en toute fin, en bout de course, je dirais, hélas, si on doit procéder à ça, on procède à du délestage. Donc, plus il y a de boîtiers d'effacement comme le nôtre déployés en France, moins il y a de chances qu'on se fasse couper complètement du courant par EDF. Oui, justement, moi où j'habite, on a vu qu'on a tous beaucoup de maisons de 35-40 ans. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont le JP encore. Oui, c'est possible. Ça veut dire que même si donc ils n'auront pas le système Voltalis, on va dire. Oui. Et donc, s'il y a une minorité qui a Voltalis, s'il y a une surcharge, ils seront coupés comme les autres. Oui, c'est pas un délesteur ou c'est pas une sécurité maximale. Oui, ce que je veux dire, c'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait quand même un certain pourcentage de la population dans cet endroit-là qui soit… Et pas que dans cet endroit-là, partout en France, vous avez raison, et c'est pour ça aussi que la Banque européenne d'investissement souhaite s'associer à notre déploiement pour en déployer massivement. Nous, on a des objectifs qui sont ceux de Voltalis, mais ils sont partagés par les autorités françaises et par les autorités européennes, d'aller installer 500 000 boîtiers très, très rapidement. Donc oui, il faut trouver des solutions. Parce qu'on doit arrêter avec les centrales thermiques. Il y a une programmation de l'arrêt des centrales à charbon d'ici 2 ans. Mais il faut bien compenser parce que ces centrales, bien qu'elles soient très polluantes, elles produisaient de l'énergie. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Une solution comme le boîtier d'effacement que l'on propose en fait partie. C'est une alternative propre. Je suis désolée. Ouais, on va devoir s'arrêter là parce que sinon, on n'arrivera pas, nous, après. Merci. Pas de problème. En tout cas, on voit que le sujet intéresse. Et voilà. Si je peux juste en conclure en une petite phrase. La proposition qu'on vous fait, c'est de venir, entre guillemets, plutôt sur votre territoire et le faire vite pour en faire bénéficier les habitants qui sont volontaires, hein, évidemment, encore une fois. Et voilà, on est prêt à investir chez vous. On vous demande, à côté de ça, une opération de communication conjointe à nos côtés. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Et puis, je reviendrai vers vous assez rapidement pour savoir ce qui a été décidé au sein de la commission et puis sûrement après du bureau exécutif de l'AGLO. Voilà. Très bien, merci. D'accord, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Alors du coup, suite à cette présentation de Voltalis, j'avais juste une petite question parce que l'objectif, c'est de savoir si Arliser, participe à la communication et travaille avec Voltalis pour mettre en œuvre le déploiement. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont plutôt pour ou pas vraiment, on va dire, intéressés par la démarche. Je ne sais pas si quelqu'un, si des personnes veulent prendre la parole pour échanger quelques minutes là-dessus. Oui, moi, Serge Dalbianco, ça me paraît vertueux. J'en avais entendu parler.
Mais effectivement, là, avec les précisions qui viennent d'être données, ça me paraît intéressant, d'autant plus qu'il n'y a pas d'investissement. Ça me paraît aller dans le sens de ce qu'on souhaite sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, je vois toutes les maisons qui commencent à se monter maintenant. Il y en a de moins en moins qui ont l'électrique, les chauffages électriques. Donc, ce système est plutôt basé pour la personne qui est en tout électrique. Oui, tout à fait. Après, de toute façon, c'est chaque particulier qui choisira si oui ou non il souhaite installer le boîtier, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Mais si il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a moins en moins de chauffage électrique, il y aura moins en moins de personnes qui vont prendre ce système. Et avant d'arriver à un certain pourcentage pour pouvoir délester comme il faut, ça va être difficile. Enfin, je rappelle, hein, il disait que déjà rien que sur Albertville, il y avait déjà 2000 logements aujourd'hui qui étaient raccordés. Oui, les anciens logements. Hein. Il fixe un horizon de 1000 sur toute l'agglomération. Donc Moi, je parle des nouveaux, de tout ce qui est nouveau. Parce qu'on a pas mal de lotissements qui se construisent et on voit bien que l'électrique, c'est plus tellement d'actualité. En fait. Après, là, je parle d'électrique, le radiateur électrique. Après, je pense que là, leur cible, voilà, c'est des maisons plutôt déjà construites, enfin, pas forcément les maisons récentes, hein, ils sont basés sur le parc actuel, donc on sait qu'il y a… Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est une bonne solution. Du coup, je ne sais pas si on vous entend, vous pouvez prendre le micro, parce que comme on est en vidéo, c'est vrai que les gens qui sont derrière leur ordi, vous entendent peut-être pas. Allez-y. C'est moi. Est-ce qu'il y a une loi de la commune de Tournan? Est-ce que vous l'entendez? Vous m'entendez? Question. Vous m'entendez? Oui. Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu la commune de Tournan? Je pensais que c'était quand même une bonne solution pour les habitations de 40-50 ans qui n'ont peut-être pas d'autre solution que d'investir ou de faire d'énormes investissements au niveau du chauffage. Ça peut être une transition et c'est vrai que si leur lisière, c'est simplement de communiquer et que les propriétaires sont libres de leur choix, et tout ça, tout bien. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire une intervention? Je voulais juste… Oui, Annick Crescent, vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, effectivement, c'est un dispositif qui apparaît assez vertueux et qui a des effets positifs. Pour autant, c'est un système commercial. Et moi, ça me gêne un petit peu de cautionner des fonds de pension. Et voilà. Donc, après, même si c'est vertueux, est-ce que c'est la place d'Armisère de communiquer sur Voltalis? Bon, ils font des bénéfices, ils peuvent très bien faire leur communication et voilà. Et par ailleurs, ça engage la responsabilité d'Armisère. Donc, si jamais à un moment donné on a un pépin sur un domicile, on pourrait être mis en cause. Voilà. Mais bon, après, ils ont le monopole, donc on n'est pas dans de la concurrence. C'est pour ça qu'on pourrait éventuellement le faire. Mais voilà, après, moi, ça m'interroge sur ce que c'est le rôle. Parce que si on fait de la publicité, en gros, c'est ça quand même, hein, on fait de la publicité pour Voltalis, on fera pour d'autres, enfin, on nous sollicitera pour d'autres en tout cas. Donc, bon, c'est plus une question de positionnement et d'éthique que d'efficacité, parce que ça a l'air effectivement assez vertueux. Après, c'est vrai qu'ils viennent que sur les territoires où justement on leur donne un coup de pouce pour la communication, quoi. Sinon, c'est vrai qu'ils ne vont pas venir déployer leur boîtier. Donc après, voilà, effectivement, faut pas, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un voilà, qui veut intervenir. Puis après, Michel. Oui, bonjour Michel. On n'entend rien. Ouais, on ne vous entend pas, Michel. Vous m'entendez mieux là? Un petit peu mieux, mais… Ma question, Voltalis va se faire payer les coupures, on va dire, donc les économies, par EDF. Je pense qu'EDF, derrière, va augmenter ses prix pour compenser ce qu'il va payer à Voltalis. Oui, c'est bien. Effectivement. Bah, du coup, je vous propose de passer à la suite.
Et puis, s'il y en a voilà, qui veulent faire encore des retours, je suis disponible par mail voilà, pour vos questions. Et puis, je pense que de toute façon, on mettra certainement le point à l'ordre du jour d'un prochain bureau exécutif. L'important, là, c'était de vous présenter la solution. Voilà, et puis, si l'aglo décide d'y aller, on vous tiendra bien sûr informé. Alors, du coup, pour passer à la suite… Juste pour conclure là-dessus, pour ne pas trahir la pensée de tout le monde, hein, je dirais que c'est plutôt un avis favorable sous réserve. C'est ça? Très bien. Du coup, pour passer à la suite, alors ce soir, voilà, l'important, donc vous avez vu, je vous ai envoyé les fiches actions de l'axe 1, qui est l'axe Arles-Isère et ses 39 communes exemplaires. Donc l'objectif, c'était déjà de valider ces fiches actions ce soir. Alors, je ne sais pas si vous en avez eu, enfin, si vous avez eu le temps, on va dire, de les relire. Parce que voilà, l'objectif, c'est peut-être pas de repasser tout dans les détails. Vous dire aussi que dans cet axe, il y avait d'autres actions, hein, comme je vous l'ai indiqué dans mon mail, que là, ce soir, on va échanger que sur les actions que la commission va porter. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que, voilà, par exemple, sur la première fiche action qui est communiquée, sensibiliser et mobiliser les agents et les élus de l'agglo, vous voulez qu'on rentre dans les détails? Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des interrogations par rapport à cette fiche? Là, l'objectif de la fiche action, c'est de construire une charte partagée et un guide des bonnes pratiques pour la transition écologique à destination des agents, que ce soit agents d'Arles-Isère et aussi des communes. De faire aussi des points d'étape réguliers dans les différentes commissions au sujet voilà, de l'avancée de ce plan climat. Donc, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Est-ce que je repasse tout en revue ou vous les avez lus et du coup, si je n'ai pas eu de retour, c'est que pour vous, c'est plutôt bon. Je ne sais pas. Si on pouvait, bonsoir, c'est Hubert du Mastro. Si on pouvait les rebalayer vite fait en croisée, ce serait bien. Ok. Du coup, dans cette première fiche action, l'objectif, c'est de présenter toutes les actions qu'Arles-Isère va mettre en place et qu'Arles-Isère porte déjà dans les différentes communes, puisqu'on s'est rendu compte que notre action, elle n'était pas assez connue des élus du territoire. Nommer un élu ou un technicien référent PCAET par commune, qui pourra faire remonter les projets et vice-versa à agglo communes. Former les agents et les élus de la collectivité sur des techniques renouvelées d'animation. Parce qu'on s'est rendu compte que sur les commissions, au précédent mandat, on avait un peu de la perte en ligne. Donc, c'est essayer de travailler sur les dispositifs voilà, d'intelligence collective pour faire un petit peu autrement et mieux. Et là-dessus, il y a Madame Pédrisset de JI qui m'avait fait un retour en me demandant si on pourrait élargir aussi aux communes. Là, tel que c'était en 2021, on va former les agents voilà, de l'agglo et puis les élus qui animent des commissions. Mais pourquoi pas? Je vais le rajouter parce que je trouve ça intéressant aussi de se poser la question d'inviter voilà, d'autres élus. Et puis, Madame Pédrisset aussi m'avait fait une remarque sur est-ce qu'on va aussi former, par exemple, à des techniques sur les espaces verts, etc. Alors ça, du coup, c'est Géraldine qui vous en parlera puisque c'est l'objet d'une fiche action de l'axe 4. Voilà. Ensuite, donc, il y avait organisé des ateliers de travail. Donc, pour ceux qui ont suivi le webinaire sur le solaire thermique, l'idée, c'est un peu de renouveler en fait, ces petits événements qui a semblé plaire en fait, tout au long voilà, des 6 ans du PCAET. Alors, on a toujours un décalage par rapport au moment où on clique et au moment où la fiche se renouvelle. Donc, pour finir sur cette fiche action, il y avait rédigé aussi des fiches retour d'expérience sur les projets exemplaires qui auront pu être menés à l'échelle de l'agglo. Et puis, favoriser les circuits courts lors d'événements organisés par l'agglo, mais aussi par les communes. Donc, voilà pour cette fiche action. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes voilà, qui veulent rajouter quelque chose, des choses qu'on aurait oubliées ou qui vous semblent importantes? Muriel Perdrizet de J. Bonjour. Moi, je voulais repréciser, parce qu'on parle de former, mais déjà, est-ce qu'il est possible de sensibiliser sur ce sujet-là pour que tous les agents et tous les élus se sentent investis par ce sujet? Oui, on peut rajouter aussi la sensibilisation, effectivement. Oui, je le remettrai. C'est vrai que ça n'apparaît pas en tant que tel. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
Alors, ensuite, il y a la fiche action 1.1.2, donc mettre en place et réaliser le suivi énergétique des bâtiments, de l'éclairage public, des zones d'activité de l'agglomération. Donc là, l'objectif, c'est, du coup, c'est peut-être Adrien plutôt qui tu veux présenter, parce que du coup, c'est un peu toi qui vas porter cette fiche action finalement. Alors oui, les objectifs affichés, c'est diminuer les consommations énergétiques de 23% et réaliser 5 projets de rénovation avec soit une mission de commissionnement. En gros, c'est une mission de qualité qui permet de s'assurer qu'à la fin du chantier et par la suite, le bâtiment fonctionne comme on avait prévu qu'il fonctionne en conception, ou de CPE, donc un contrat de performance énergétique. Donc ça, c'est des missions qui sont aujourd'hui en plus aidées soit par l'ADEME, donc il faut saisir ces opportunités-là sur le jour. Mettre en place et automatiser le suivi énergétique de l'ensemble des bâtiments, donc ça, c'est ce qui est en cours de réalisation. Optimiser leur fonctionnement en exploitation, adapter les contrats de fourniture d'énergie, donc pour être sûr que les contrats qu'on a, ils sont cohérents avec les consommations d'énergie et les puissances qu'on tire, et rédiger des fiches d'usage pour sensibiliser les occupants des bâtiments et les utiliser correctement. Donc, voilà, sensibiliser les pilotes et les usagers. Construire un plan pluriannuel d'investissement, donc ça c'est une autre thématique qui va nous permettre en gros de s'inscrire dans des économies mais à plus long terme, donc sur 10 ans pour l'horizon 2030, mais même par la suite, déjà anticipé. Viser des performances énergétiques et bas carbone un peu plus ambitieuses. Donc pour les projets de rénovation, à minima c'est l'étiquette B, c'est ce qui est demandé entre guillemets aujourd'hui, d'atteindre le BBC rénovation à la fin des travaux. Donc c'est ce qu'on se fixe comme objectif. Et pour les constructions neuves des bâtiments publics, il y a une loi en fait qui nous permet, qui encadre les bâtiments économes en énergie publique. Donc on fait référence à cette loi-là, ce qui nous évite de prendre des initiatives trop ambitieuses sur des bâtiments qu'on ne pourrait pas atteindre. Et assister les services dans les projets de construction, donc ça c'est un peu une fonction transversale pour regarder un peu les projets qui se font et optimiser tout le volet énergétique. Sur les contrats d'exploitation maintenant, c'est intégrer des clauses d'intéressement sur les consommations d'énergie, essayer de rénover et construire avec des marchés publics de performance énergétique, donc s'engager sur des performances, gérer des moyens de financement, donc récupérer les certificats d'économie d'énergie, et puis on en a parlé tout à l'heure avec des contrats de performance énergétique. Sur la partie éclairage artificiel, donc sur l'éclairage extérieur, éclairage public des zones économiques, et puis suivre aussi toutes les installations d'énergie renouvelable qui peuvent être réalisées sur l'agglomération. Donc du coup, on en a terminé avec cette fiche action. Est-ce que voilà, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vous voulez rajouter? Donc, pour dire que sur les nouveaux projets, être conforme à la loi, c'est quand même, bon, d'abord, on ne fait pas d'efforts. On applique la loi, donc on est bien obligé. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà de la loi? Sur les nouveaux. Hein. Justement, c'est à minima respecter la loi. Mais là, c'est la loi, ce n'est pas la loi réglementaire, c'est les bâtiments publics. En fait, ils ont un devoir d'exemplarité et la loi les encadre. Donc, c'est déjà un peu mieux que la loi, même beaucoup mieux pour certains. Donc, on s'est dit qu'il fallait suivre au moins ça, mais rien ne nous empêche d'être plus ambitieux là-dessus. En tout cas, chercher le maximum. Après, bien évidemment, il y a des arbitrages budgétaires, etc. Mais est-ce qu'on peut aller… Oui, tout à fait. Hubert, Eugène, vous parlez de 23% d'économie d'énergie. On va dire dans le temps, quel objectif dans le temps vous mettez pour fixer ces 23% d'économie, pour atteindre ces 23% d'économie? Alors 23%, c'est partagé, c'est agglo et commune. Et du coup, l'objectif, comme l'a dit Adrien, c'est d'essayer de rénover nos bâtiments. Adrien, il a été embauché, il a commencé il y a quelques mois et sa mission, c'est de permettre à l'agglo de faire des économies d'énergie. Hein. Du coup, il a commencé à regarder un peu, à faire un suivi des consommations, on va dire, des bâtiments les plus énergivores et les plus consommateurs d'énergie du territoire. Et du coup, suite à ça, il va faire des propositions à l'agglo. Et comme il l'a dit aussi, aujourd'hui, à l'agglo, on n'a aucun suivi de notre patrimoine. Et l'objectif d'Adrien, c'est aussi de proposer, on va dire peut-être dès le budget 2022,
un plan pluriannuel d'investissement pour que l'AGLO s'inscrive en fait dans un projet à long terme pour rénover à terme l'ensemble de ces bâtiments. Et puis, vous le verrez, de toute façon, les contraintes réglementaires vont très vite nous rattraper. On va faire un petit point d'actualité avec Adrien à la fin de la réunion. Mais de toute façon, il y a certaines choses qu'on va être obligé de mettre en place. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est un peu l'objectif qui a affiché l'AGLO. Oui, et puis la cible d'économie, la date, c'est 2026. Hein. Oui, c'est au terme du PCAET, effectivement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres retours? Donc ensuite, il y a la fiche 1.1.3, donc c'est accompagner les communes dans le suivi énergétique de leurs bâtiments. Donc là, c'est faire un petit peu la même chose sur le patrimoine, on va dire, des communes. Donc l'objectif, c'est que 2/3 des communes d'Arles-Isère, elles adhèrent au service de CEP. Donc le service CEP, c'est le SDES, le syndicat d'énergie de la Savoie, qui l'a mis en place. C'est un conseiller en énergie partagée, donc c'est quelqu'un qui va faire un peu le boulot d'Adrien dans vos communes. Et du coup, ou si les communes ne veulent pas adhérer au service du SDES, c'est qu'elles suivent les consommations énergétiques de leurs bâtiments. Et là, on vise un objectif de 30 rénovations énergétiques à horizon 2026. Donc, l'agglomération, elle va accompagner les communes, donc promouvoir effectivement le conseil en énergie partagée. On va organiser aussi des visites de sites pour valoriser en fait les rénovations exemplaires qui auront pu être faites sur notre territoire, mais pas que. On va pouvoir aller aussi dans d'autres territoires. Hein. Après, on va identifier tous les bâtiments que les communes elles ont envie de rénover pour un peu les accompagner aussi sur ces questions de rénovation. On va capitaliser les retours d'expérience, informer aussi les communes sur les aides mobilisables à la rénovation et aussi sur l'éclairage public. Et donc, les communes, elles vont mettre en place un suivi énergétique, elles vont adhérer à la mission de CEP. Comme pour l'agglo, ce serait bien de se viser une étiquette B en rénovation. Et puis, vous avez pour la plupart fait des diagnostics éclairage public, donc c'est continuer vos actions de sobriété et d'efficacité. Hein. Je vois un peu des articles des coupures, on va dire, dans les journaux locaux qui disent qu'il y a beaucoup de communes qui font de l'extinction. Donc déjà, très bien, c'est des belles initiatives, donc à poursuivre. Hein. Voilà, même peut-être s'inscrire globalement sur une trame noire ou sur des villages étoilés, des choses comme ça. Enfin, on pourra en discuter au cours de ces 6 ans, pas de problème. Et puis, poser aussi une attention sur la concertation avec la population par rapport à ça. Et puis, bien entendu, réaliser autant que possible des travaux d'efficacité énergétique sur l'éclairage public. Et du coup, par rapport à ça, et c'est vrai qu'on va dire que quand on a relu ces fichiers actions, on n'avait pas vu ça. Et Madame Pedridet, vous dites que vous m'avez fait remonter le fait qu'en fait, il faut calquer les communes un peu, mettre les mêmes objectifs que pour l'AGLO, ce qu'on a présenté avant, mais aussi pour les communes, donc plan pluriannuel d'investissement, etc. Donc, si vous en êtes d'accord, pour l'action des communes, c'est vrai qu'on pourrait rajouter aussi tout ce qu'Arles-Isère s'est fixé comme objectif, le donner aussi aux communes pour les 6 ans à venir. Voilà. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des remarques par rapport à cette fiche action ou des ajouts. Non, moi, j'ai pas un ajout, j'ai une question par rapport à la rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire, l'accompagnement des communes. Oui. La rénovation, l'accompagnement financier, les subventions et l'aide pour la rénovation des bâtiments, est-ce qu'elle passe par des grosses rénovations type bâtiments basse consommation, etc. ou elle finance, elle aide aussi des travaux plus light qui permettent aussi d'avoir des économies d'énergie, mais qui sont moins lourds au niveau des finances et des rénovations, quoi. Je pense à améliorer l'isolation de certains bâtiments, améliorer des systèmes de chauffage. Voilà, ça a des coûts moins élevés que passer par une rénovation complète d'un bâtiment, quoi. Est-ce que ça prévoit aussi ces rénovations plus light, quoi, qui permettent de peut-être faire ça plus vite, mettre en place peut-être plus de projets plutôt qu'attendre des grosses rénoves, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'essaie de répondre. L'idée sur les rénovations énergétiques, en fait, c'est vraiment avoir une cible à long terme et d'envisager après des rénovations, que ce soit élément par élément, mais tout en gardant bien un objectif à 10 ou 15 ans et d'atteindre ces 80 kWh par mètre carré qui sont demandés.
Si vous faites des rénovations trop légères, et vous allez entre guillemets tuer le gisement, ce qui fait que derrière, il va falloir revenir sur ce que vous avez fait, réinvestir de l'argent pour un résultat qui sera économiquement pas viable. Donc, c'est un peu cette cible-là qu'il faut maintenir, avoir une cible à long terme, faire des études de conception pour y arriver et après phaser vos travaux pour faire en sorte qu'ils fonctionnent bien. Mais c'est un peu la stratégie à avoir, donc c'est un peu plus compliqué à étudier, mais c'est faisable. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui est demandé. Sinon, le risque de faire des petites rénovations light, c'est demain de ne pas être soit aux normes et de devoir réinvestir beaucoup plus que ce que vous auriez dû. Ouais, disons que par rénovation light, oui, je pensais plutôt à un phasage ou commencer peut-être faire plusieurs étapes quoi, qui permettent de faire des évolutions futures, quoi. C'est vrai que quand on veut isoler les salles des fêtes ou des gros bâtiments publics, bah, c'est vite du budget, quoi. Ouais. Et là, il y a quand même, faut derrière avoir la ressource, quoi, hein. C'est ce que je veux dire. Puis la connaissance du patrimoine, elle permet aussi de cibler les bâtiments sur lesquels il y a peut-être peu d'efforts à faire aujourd'hui, que ce soit simplement des ajustements de l'exploitation pour faire déjà des économies, et puis réinjecter ces économies économiques et financières que vous allez faire dans vos plans de travaux. C'est un peu comme ça qu'il faut essayer de le voir. Essayez d'engager tout de suite ce qui est possible, et puis programmer les plans de travaux sur les années à venir. Et du coup, au niveau des financements, je pense que les financeurs aujourd'hui, ils sont hyper ouverts à ce qu'en fait, bah voilà, on leur démontre qu'on a fait les études en amont qui montrent qu'on y va par étapes et que la première étape, bah voilà, c'est l'isolation ou c'est le changement du système de chauffage. Et du coup, ça se justifie auprès des financeurs. Là, avec le plan de relance, sur 2 ans, il y a pas mal d'argent qui va être injecté sur la rénovation énergétique. Et puis pareil, à la fin, on vous fera un petit point d'actu avec Adrien là-dessus. Et puis, on va vous proposer, je pense, au courant du premier trimestre 2021, des infos voilà, sur les aides mobilisables pour la rénovation énergétique des bâtiments. Mais je pense que déjà, vraiment s'inscrire dans la mission de CEP du SDES, hein, ça coûte aujourd'hui, il me semble, 75 centimes par habitant et par an. Pour des petites communes voilà, comme Bonvillars, finalement, ce n'est pas un très gros budget. Et ça peut vous permettre de faire rapidement des grosses économies d'énergie. Puis, vous serez accompagné par des techniciens. Et du coup, eux, ils seront aussi à même de vous suivre sur vos besoins de travaux par la suite et aussi vous accompagner sur le modèle financier, quoi. Voilà. Ah ouais, parce qu'il faut être aidé pour pouvoir Tout à fait. voilà, faire des choses. Ouais, il faut être aidé. Hein. Qui sont formés et du coup, voilà. Et puis, de toute façon, vous aurez toujours l'appui d'Adrien à l'aglo ou de moi pour info, quoi. Il y a pas de... Ouais, c'est ça. Après, l'aglo, elle peut aussi renseigner pour nous aiguiller sur des projets comme ça, quoi. Oui, voilà. Ok, non, mais pas de problème. Merci pour votre réponse. Hubert Di Mastro, juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit concernant l'éclairage public. Oui, on peut être sobre, on peut mener des actions de sobriété, mais il ne faut pas réduire ça à pour faire des gains de consommation au niveau de l'éclairage public. Ouais, faire attention quand même, parce que les coupures, bon, on peut y aller vite, on peut faire vite, c'est des gains instantanés. Mais ce n'est pas neutre. L'éclairage public, il est là aussi pour garantir la sécurité des biens des personnes. Donc, c'est quelque chose qu'on fait comme ça rapidement. Ça peut, voilà. Mais ces gains au niveau de l'éclairage public, ça peut aussi passer par l'investissement. Et on peut gagner, on peut devenir sobre par l'investissement. Et puis, ça veut dire aussi que les entreprises du bassin peuvent aussi entendre ce souci économique qu'il peut y avoir quand on fait de l'investissement pour récupérer des gains, mais ça fait travailler du monde à côté. Donc, il faut pas, non, mais juste bien faire attention dans les actes de communication, parce qu'on peut vite emboîter le pas. Oui, c'est une bonne idée, on va faire des économies. L'éclairage public, c'est bien plus complexe que d'appuyer sur un bouton et d'éteindre un bouton. Il y a plein d'éléments, hormis l'éclairage, qui rentrent en compte. Et voilà, c'est juste faire attention à ce biais-là, parce que ce n'est pas si simple que ça. Je sens que les économies réalisées le seront plus par le changement des types d'ampoules aujourd'hui que par le fait d'éteindre 5 heures la nuit des lampadaires. Le fait d'éteindre aussi, c'est une qualité environnementale. C'est les labels des nuits étoilées, là, ou des villages étoilés. C'est la biodiversité aussi. Ça va aussi sur un autre axe. Hein. Mais effectivement, les économies, ce n'est pas en éteignant les lumières pendant 5 heures la nuit que seront là les plus probantes. Ce sera surtout dans le changement de type de luminaire qu'on verra les vrais bénéfices de tout cela. Mais effectivement, la communication est importante
de bien dissocier les deux. Je confirme, merci. Joël Gachet, j'ai vu plus haut sur le flyer qu'il y avait 30 bâtiments. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. On vous entend. Il y avait 30 bâtiments, Oui. 30 rénovations énergétiques. C'est que sur Arles-Isère ou il y en a dans les communes? Non, là, c'est vraiment le patrimoine des communes. Hein. C'est 30 rénovations énergétiques à l'échelle de l'agglo. Mais il y a 39. Ils ont déjà été listés. Ah non, pas du tout. Là, c'est un objectif. Hein. D'accord, c'est un objectif, quoi. Voilà, tout à fait. J'ai une autre question par rapport à l'éclairage public. Vous avez on doit avoir les chiffres. Vous avez une idée actuellement au niveau de l'agglo où on en est avec au niveau du diagnostic suite aux différents travaux qui ont été faits récemment là, sur le territoire. Au niveau des communes, le nombre de LED qui reste à poser, enfin voilà où ça en est au niveau de la rénovation de ces éclairages. Non, je suis là, comme ça, je suis incapable de vous répondre. Il y a beaucoup de communes qui ont fait des travaux. Mais alors après. Parce il me semble qu'il y a beaucoup de communes qui ont fait des efforts, qui ont changé, qui ont mis des horloges astronomiques. Oui, tout à fait. Voilà, est-ce qu'il reste beaucoup de travaux là-dessus ou je sais qu'il y a certains on fait des travaux par tranche, donc il y aura certainement d'autres tranches, mais là-dessus, on pourra aussi se rapprocher du SDES parce qu'ils vont financer. Parce qu'Arles-Isère, aujourd'hui, elle ne finance plus, elle a financé via le fonds TEPCV, mais l'enveloppe est. Voilà, c'est terminé. Ouais, c'est ça, il y avait un fonds à l'époque pour financer. Oui, tout à fait. Du coup, là, maintenant, c'est le SDES qui finance, donc on pourra aussi échanger avec eux. Mais je sais qu'il y a des communes qui ont déjà posé des dossiers auprès du SDES, donc je pense qu'il y a encore des travaux à faire. Du coup, je vais passer à la suite. Donc, il y avait développé le solaire sur le patrimoine public. Donc là, on vise un objectif, mais ça, c'est un objectif à l'échelle, pas que de l'agglo et des communes, c'est un objectif territorial, donc 12 gigawattheures de production thermique et 57 gigawattheures de production photovoltaïque et équiper du coup une dizaine de toitures de collectivités. Donc là, l'objectif, c'est de s'appuyer sur le cadastre pour effectivement voir quel bâtiment public a un potentiel solaire rentable économiquement, accompagner les communes dans leurs projets, réaliser pour ces surfaces donc, une étude d'opportunité. Si elle est satisfaisante, elle sera suivie d'une étude de faisabilité. Tester aussi le raccordement via l'outil Enedis Tester mon raccordement. Recenser les réalisations sur des départements voisins pour voir aussi un fichier, avoir des retours d'expérience sur ce qui se fait ailleurs. Avoir une réflexion sur le sujet dès lors que l'agglo, mais même aussi les communes, elles feront des rénovations sur les bâtiments. Elles pourront envisager soit de mettre en place des panneaux thermiques, soit photovoltaïques. Ensuite, proposer éventuellement sa toiture à travers un appel à manifestation d'intérêt afin qu'elle puisse être exploitée par un tiers. Accompagner aussi le développement de projets photovoltaïques au sol. Je sais qu'il y a certaines communes du territoire qui ont des projets. Étudier aussi les faisabilités de solaire thermique pour les bâtiments qui ont des gros besoins d'eau chaude et de chauffage. Étudier aussi la possibilité de mettre en place des groupements de commandes pour l'achat de panneaux solaires et photovoltaïques parce qu'on sait que ça fait baisser quand même les coûts. Et puis soutenir aussi la mise en place de l'association Arlis Solaire, qui est la centrale villageoise qui est en train de monter en puissance sur le territoire d'Arles-Isère. Et du coup, par rapport à ces questions, d'ores et déjà, vous avez reçu un mail la semaine dernière, puisque le bureau exécutif, par rapport aux propositions qui a été faites suite au webinaire, donc là, on est en train de recenser les projets des communes. Les communes proposent leur toiture pour qu'ensuite, on travaille sur des études d'opportunité. Et puis, potentiellement, ça débouchera sur de la faisabilité. Et puis après, on équipera, on verra comment, certaines toitures qui sont vraiment très intéressantes sur le territoire. Et du coup, j'ai laissé jusqu'au 15 janvier pour répondre. Donc, j'ai eu quelques retours. Donc, j'attends les retours qui pourront se présenter. Et du coup, juste par rapport à ça, donc j'ai Madame Pédricet qui m'avait fait une remarque et je pense que, si vous en êtes d'accord, j'ajouterai sur dans les cahiers des charges. Je trouve que c'est intéressant de dire que c'est bien aussi que les panneaux ils soient français, qu'on fasse aussi un fichier un peu du matériel parce qu'on sait qu'il y a du matériel qui est plutôt performant et puis d'autres panneaux qui sont peut-être moins performants, donc peut-être avoir un œil là-dessus. Et puis aussi sur l'analyse cycle de vie du produit, donc ça, on pourra l'ajouter. Pas moi en tout cas d'inconvénient à le rajouter dans cette fiche action. Donc je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à cette fiche action. C'est vrai que j'essaye d'aller un peu vite parce que on a d'autres.
Je suis désolée, mais voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça convient? Est-ce que ça vous va? Oui, j'avais une question, Vincent Dieudonné de Villars-sur-Doron. Oui. On parle d'Arly Solaire. Est-ce que passer par l'association Arly Solaire est, je dirais, recommandé ou est la seule solution? Comment ça se passe d'un point de vue montage de dossier quand une commune a un projet qu'elle veut développer? Quelles sont les différentes solutions? Par Arly Solaire, par Arlyzer? Est-ce que vous Après, c'est vraiment au choix de la commune, j'ai envie de dire. Là, nous, d'ores et déjà, voilà, on essaye de recenser les projets sur le territoire. On va étudier chaque projet par des études d'opportunité. Pour les toitures qui nous sembleront les plus intéressantes, on va creuser avec de la faisabilité. Et puis ensuite, on verra si voilà, la commune veut porter en propre son investissement, si elle a la capacité financière de le faire. Si on peut étudier d'autres montages via une société. Est-ce que l'agglo investit, cofinance des projets? Enfin, là-dessus, on va dire que les élus ne sont pas fermés de porte. L'objectif, c'est d'étudier toutes les solutions. Et après, éventuellement, si la commune a envie aussi de proposer sa toiture, elle pourra le faire via la centrale villageoise. Là, après, c'est vraiment le choix qui sera laissé à chacun, quoi. Voilà. C'est un choix politique, notamment pour Arly Solaire, c'est vraiment de se dire qu'on a on soutient une initiative citoyenne. Voilà. Après, non, mais je connais, je suis bénévole aussi à Arly Solaire. Si je peux me permettre, Arly Solaire n'est pas encore adhérente à la centrale villageoise. Elle n'a pas encore fait son choix entre la centrale villageoise et énergie partagée, si je peux me permettre. Non, mais je vais corriger. C'est vrai que je savais, c'est du langage. Ils sont sur le point de décider, mais n'ont pas encore décidé. Je le retirerai, pas de souci. Voilà, pour revenir à la commune de Villars-sur-Doron, on a un projet, effectivement, on a fait une préétude auprès de l'ASDER. Donc, je répondrai à votre questionnaire avant le 15 janvier. Très bien. Du coup, je vais poursuivre. Il y avait aussi une action qui est développer les réseaux de chaleur existants et de nouveaux projets bois énergie sur le territoire, que ce soit des petites chaufferies ou d'autres réseaux de chaleur. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une cartographie complète des réseaux existants et du potentiel d'extension et de création de nouveaux réseaux, et d'identification aussi et de réalisation de nouveaux projets bois énergie à l'échelle du territoire. Donc là, on va essayer de cartographier les réseaux, étudier aussi le potentiel de développement de ces réseaux, envisager pour certains réseaux, pour les mairies qui souhaiteraient le faire, le classement de ces réseaux, et puis, ce qui permettrait en fait, on oblige en fait après les personnes à se raccorder, mais c'est surtout sur des projets qui sont dans certaines zones, des constructions neuves. On ne peut pas obliger tout le monde à se raccorder au réseau de chaleur, mais ça aide en tout cas sur certains points, ça peut aider. Donc, on pourra étudier cette solution-là. Promouvoir aussi le développement de nouveaux réseaux et de nouvelles chaufferies dans les communes. Donc, on pourra aussi organiser des visites pour aller voir ce qui se fait aussi dans les communes du territoire, parce qu'on a quand même depuis 2011 des chaufferies bois et puis des réseaux de chaleur sur le territoire. Donc, on a, je pense, l'expérience sur le territoire. Étudier et mettre en œuvre le raccordement des bâtiments d'Arlyzer, parce qu'aujourd'hui, on a par exemple le bâtiment dans lequel nous on se trouve ce soir qui n'est pas raccordé au réseau de chaleur, donc voir s'il y a des possibilités de le raccorder. Identifier des actions à mettre en œuvre, donc que ce soit la communication pour favoriser aussi le raccordement des immeubles collectifs qui aujourd'hui ne seraient pas raccordés au réseau. Donc ça, on pourra aussi travailler. Ensuite, vous le savez, on a une DSP pour l'approvisionnement des chaufferies bois du territoire. Là, l'objectif, ça sera d'augmenter les obligations des chaufferies bois du territoire pour qu'elles soient approvisionnées, on va dire, en bois local, et puis accompagner la montée en puissance de la plateforme bois. Voilà. Et puis étudier les potentiels aussi de récupération, de réinjection de la chaleur fatale, notamment soit sur des sites industriels, mais pas que, dans les réseaux de chaleur, comme ça va être le cas sur le réseau de chaleur du GIN avec Ugitech. Et puis pourquoi pas aussi d'énergie renouvelable sur les réseaux de chaleur. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette fiche. Là, c'est vraiment accompagner en fait, les projets chaufferie bois ou réseau bois énergie sur le territoire en cohérence avec toute la politique qui a été menée par rapport à l'installation de la plateforme bois et
la pro locale. Ouais, Julien Bénard, moi j'ai juste une remarque par rapport à la plateforme là, de Sainte-Hélène. Nous, on va organiser une visite avec les élus de la commission forêt, d'aller voir cette plateforme-là, surtout pour les nouveaux élus qui n'ont jamais vu. Et c'est vrai qu'on pourrait associer aussi les élus de cette commission, éventuellement, hein, par rapport à cet axe de développement sur le bois énergie, pour faire une visite commune, quoi. Ça peut être intéressant pour montrer comment ça Je me fonctionne. rapproche de Dorothée. Ouais, voilà, ouais, éventuellement. Avec Dorothée, on a prévu une visite. On peut très bien associer les deux commissions, voilà, hein. Bon, sous réserve des protocoles qu'on connaît, mais comme c'est extérieur, si ça intéresse du monde, on peut ouvrir à la commission, à cette commission-là. Ça serait plutôt une bonne idée. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est une super bonne idée, ouais. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, c'est une bonne idée, mais ouais, je me rapprocherai de Dorothée pour le proposer à la commission, pas de souci. Merci. Pas de problème, ouais, pas de problème. Oui, Muriel Perdrizet, moi j'ai toujours le même sujet à chaque fois qu'on propose une énergie et de s'assurer de la qualité de son cycle de vie global. C'est valable. Alors du coup, vous mettez l'approvisionnement en bois local, donc ça c'est très bien, mais même par rapport à la manière dont le bois est récupéré, etc., je pense que ça vaut le coup d'inciter les fournisseurs à être attentifs à leur analyse de cycle de vie. Mais je le rajouterai de toute façon, ça sur chaque fiche action, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, mais du coup, je trouve une bonne idée, notamment dans les cahiers des charges, ça peut être vraiment intéressant de le faire, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément mis là, parce qu'on a aussi une fiche action, enfin, vous ne l'avez pas vu, mais qui est sur la commande publique durable. D'accord. Critères, voilà, développement durable et carbone, donc voilà, mais je peux le rajouter en lien avec cette fiche action, effectivement. Ok. Du coup, on va poursuivre. Donc, Adrien, il voulait vous présenter 2 projets de rénovation de l'agglo. Donc, la gendarmerie de Grésy-sur-Isère et de Beaufort. Alors voilà les bâtiments concernés. Je vais commencer par la gendarmerie de Grésy. Donc il y a 7 logements sur à peu près sur 546 mètres carrés et puis elle héberge les bureaux de la gendarmerie sur 160 mètres carrés. L'état actuel de consommation, c'est 297 kWh en énergie primaire par mètre carré. C'était fait par un DPE, donc ça correspond à l'étiquette E. Donc, les travaux envisagés, donc travaux d'isolation extérieure, remplacement des menuiseries qui étaient un peu vieillissantes par des menuiseries plus récentes et de meilleure qualité, changement du système de ventilation. En gros, quand on change les menuiseries, on a tout intérêt à mettre une ventilation et à s'assurer qu'on ventile bien le bâtiment. On remplace les émetteurs de chaleur et la partie bureau de la gendarmerie sera climatisée. Et pour la production d'eau chaude sanitaire, il y a une option en énergie solaire qui est proposée. Niveau planning, donc les marchés ils vont être publiés là où ils ont été récemment. Les travaux ils sont prévus à partir du premier semestre 2021 pour une durée estimée à 6 mois. Coût d'opération 303 000 €, et coût des travaux 274 140 € avec une subvention de la DETR de 100 000 € et récupération des certificats d'économie d'énergie. Donc là, je n'ai pas mis de valeur parce que c'est en cours et ce n'est pas complètement évalué, mais c'était à peu près 10 000 € pour donner un ordre de grandeur. Système de chauffage électrique. Donc on mettra Voltalis dessus. Alors, l'étiquette atteinte après la rénovation, donc c'est une étiquette C avec 108 kWh par mètre carré par an. On n'atteint pas les B, sachant qu'on ne tue pas quand même le gisement, dans le sens où on pourrait atteindre l'étiquette B en changeant la production de chaleur dans 10 ou 15 ans si c'est nécessaire. Voilà. Et par contre, si la production d'énergie, d'eau chaude solaire, elle n'est pas retenue, là, on atteindrait l'étiquette B. Pour l'agent. Oui. Juste sur la gendarmerie de Grésy, juste dire qu'en théorie, la production d'eau chaude solaire ne sera pas retenue, mais l'idée, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques plutôt, qui seraient plus rentables, parce que pour l'eau chaude solaire, il va falloir, chaque appartement ayant un cumulus, le coût généré par, je veux dire, des panneaux solaires, enfin des panneaux thermiques, va augmenter largement le coût des investissements.
Et puis, il y avait aussi un souci de garantir que tous les logements puissent être autonomes en fonctionnement dans leur vie. Tout à fait. Donc voilà, il y a tout un tas de contraintes qui font que ces choix ont été réalisés. Ça ne sort pas d'un chapeau non plus. Donc, le est plus à même de pouvoir répondre à ces questions. Moi, je n'ai pas suivi la conception. Sur la gendarmerie de Beaufort, donc ça, c'est un projet qui est en cours. Pour la présentation du bâtiment, il y a 9 logements plus les bureaux de la gendarmerie. C'est un programme qui est inscrit dans le planning des travaux de l'agglomération. Pareil pour les travaux envisagés, donc isolation extérieure, changement des menuiseries, isolation des combles qui est prévue et une extension du bâtiment pour accueillir les bureaux de la gendarmerie plus quelques logements. Le budget est estimé à 1 800 000 € et aujourd'hui, donc les études elles sont arrêtées au niveau APD. Donc APD, c'est avant-projet définitif ou détaillé parce que l'architecte est parti à la retraite. Donc il y a une nouvelle consultation à venir. Voilà pour les 2 gendarmeries où on en est aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Alors, du coup, pour poursuivre, donc juste vous dire voilà, qu'effectivement, on a organisé ce webinaire solaire le 3 décembre, qu'il y avait une trentaine d'élus qui étaient présents, que le format, il a semblé plutôt apprécié des participants. Il y a eu pas mal d'échanges qui semblaient, enfin moi, qui m'ont semblé en tout cas très intéressants. Vous dire, donc voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc il y a un mail à destination des maires et des membres de cette commission qui est parti pour recenser donc, tous les projets solaires qu'auraient les communes. Voilà. Et par la suite, proposer des études d'opportunité. Et si le potentiel voilà, est validé, on pourra déboucher sur des études de faisabilité. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. C'était juste un petit rappel, voilà, pour pas que vous oubliez cette date du 15 janvier. Ah, le chat, oui, je n'ai pas mis le chat. Je crois qu'il s'affiche. Après, je voulais juste vous parler de ça parce que je pense que vous avez tous des commissions scolaires au sein de vos communes respectives. Donc, ça peut être un bon moyen de sensibiliser déjà. On a été approché par une société qui s'appelle EcoCO2 qui a monté un programme de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau à destination des enfants. Ils proposent des ateliers, voilà, 3 ateliers par an animés par un intervenant spécialisé. Avec aussi en parallèle un événement, un concours national d'expression artistique inter-école. Il y a aussi un événement au choix voilà, de l'enseignant. Ensuite, ça permet le rebond vers les familles, puisque du coup, ils distribuent un kit économe voilà, pour que les enfants travaillent avec leurs parents sur les économies d'eau et aussi d'énergie avec les éco-gestes qu'ils auront appris. Et ils distribuent aussi des outils pédagogiques aux professeurs en fait, des écoles pour que tout au long de l'année, en fait, on révise voilà, ces éco-gestes et que l'enfant soit sensibilisé. Donc, ce programme, en fait, Wati à l'école, il a été monté avec les certificats d'économie d'énergie. Donc, pour un programme voilà, pour 15 classes qui seraient sensibilisées sur le territoire, la charge, c'est un coût de 15 000 €. Et du coup, en fait, les certificats d'économie d'énergie viennent en fait en complément de ce programme. Et ce qui fait que pour 15 classes, ça coûterait voilà, environ 5 600 € à l'agglomération. Et juste pour ça, en fait, c'est probablement l'ASDER en fait, qui va être chargé d'animer parce qu'en fait, ils cherchent des animateurs au niveau local. Donc, c'est probablement l'ASDER qui va animer en fait, ce programme Wati à l'école. Nous, il a été inscrit au budget de la commission, au budget de la transition et énergétique écologique de l'agglo. Donc voilà, du coup, je voulais vous faire un petit coup de pub sur ce dispositif parce que au courant du mois de janvier, je vais envoyer un mail à toutes les écoles du territoire pour les informer voilà, de la mise en place de ce dispositif, de ce programme. Et du coup, c'est vrai que si je n'arrive pas à recruter 15 classes, il ne pourra pas se mettre en œuvre sur le territoire. Sachant qu'aujourd'hui, on finance en fait l'ASDER qui intervient dans 4 classes sur le territoire et pour une intervention voilà, d'une journée, voire 2, enfin 2 demi-journées. Et du coup, aujourd'hui, à l'agglo, ça coûte 6 900 €. Et là, avec un programme de ce type, pour moins cher, on a finalement peut-être un petit peu mieux.
Et puis en plus, c'est l'ASDER qui va animer. Donc du coup, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez des commissions scolaires dans vos communes, si vous pouvez déjà peut-être en toucher deux mots aux enseignants, ou alors peut-être qu'il faut que je me rapproche des élus qui sont en charge. Voilà, mais l'objectif, c'est 15 classes. Donc, je vais proposer, je vais envoyer un mail, je pense, aux enseignants, aux directeurs d'école assez rapidement et au courant du mois de janvier. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez, ça fait partie de la sensibilisation que vous souhaitez mettre en place. Il n'y a pas de remarques et poursuivre. Du coup, avec Adrien, on voulait faire un point d'actualité sur deux choses qui me semblaient assez intéressantes et puis importantes. Le décret tertiaire, je ne sais pas si ça vous parle, et puis un AMI qui va sortir, l'AMI Sequoia. Donc, par rapport à ça, Adrien, je te laisse si tu veux présenter. Oui, alors sur le décret tertiaire, c'est une obligation réglementaire. L'objectif, c'est issu de la loi Elan de 2018. Les objectifs, c'est maîtriser la demande en énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétique. Donc, c'est une obligation, que ce soit des bâtiments publics ou privés, des bâtiments tertiaires, de réduire leur consommation d'énergie avec des objectifs fixés aux horizons 2030, 2040 et 2050. Donc, soit on réduit les consommations d'énergie finale par rapport à une année de référence qui est après 2010, donc en faisant moins 40%, moins 50% ou moins 60%. Donc, les objectifs ils sont quand même ambitieux. Ils sont en fait en atteignant une valeur cible. Voilà. Sur les bâtiments récents, ce sera plus intéressant d'avoir une valeur cible parce que faire 30 ou 40% d'économie sur un bâtiment qui fonctionne bien, c'est un peu compliqué. Mais s'il fonctionne bien, on va dire qu'il atteint déjà la valeur cible et que pour lui, il n'y aura peut-être pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Les bâtiments concernés, donc il y a tout ce qui est équipement sportif. C'est autant public que privé. Oui, c'est autant public que privé. Gymnase, piscine, il y a salle de spectacle, musée, les bureaux, tout ce qui est commerce, café, hôtel, restaurant, établissement de santé, donc les EHPAD, tout ce qui est logistique, atelier de réparation et entretien, gare et regard, data center. En fait, c'est quasiment tous les bâtiments, sauf bâtiments de culte ou qui hébergent des bâtiments qui sont liés à la défense. Voilà. C'est tous les bâtiments de surface de plancher supérieure à 1000 m², donc voir dans votre patrimoine si vous en avez, et à usage exclusif tertiaire qui sont mixtes ou sur un ensemble de bâtiments sur la même unité foncière. Sachant que du coup, pour compléter, il faudra non, alors déjà, il faut savoir que la Convention citoyenne, elle a proposé à ce qu'on passe à 500 m². Donc là, on n'a pas encore l'info, mais si ça passe à 500 m², ça va faire beaucoup de bâtiments, déjà pour l'agglo, mais peut-être aussi du coup pour les communes. Et là, c'est vraiment une obligation réglementaire parce que du coup, il y aura l'obligation de s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Opérate, Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation des versions du tertiaire. Et du coup, le 30 septembre de chaque année, on devra renseigner sa consommation énergétique pour savoir si du coup des actions ont été mises en œuvre et si on est dans les clous. Et aujourd'hui, au niveau de l'État, ce qu'ils mettent en avant, du coup, c'est pas forcément des amendes. Alors, du coup, ils ont mis en place une plateforme et ils vont faire du name on chain. Alors, si on traduit, ça veut dire nommer et couvrir de honte. Donc, en fait, vous êtes blacklisté. Voilà, les communes qui n'auront pas procédé à des efforts dans ce sens-là et on va dire respecter les objectifs que vous a présentés Adrien. Vous allez être mis en avant en tant que commune qui ne fait aucun effort. Donc nous, à l'agglo, Adrien, il a déjà fait un petit peu aussi le point sur les bâtiments qui pourraient être concernés par ce décret tertiaire. Et il va rentrer assez vite en application parce qu'il faudra qu'on fasse des efforts. Et en plus, du coup, c'est vrai que j'ai coupé Adrien, mais du coup, c'est des usages exclusifs tertiaires, ou ça peut être du mix. Si vous avez du tertiaire et des logements, ça rentre dans le décret d'application. Et si vous avez un ensemble de bâtiments sur la même unité foncière, on additionne aussi les surfaces et du coup, ça rentre aussi dans ce décret tertiaire. Donc, voilà. Du coup, peut-être que ça concerne peut-être moins les petites communes, mais sur des communes comme Albertville, Ugine, même Beaufort, Gilly, ça peut vite avoir des effets, notamment sur tout ce qui est gymnase, salle des fêtes, et puis les écoles, du coup. Et puis nous, sur le parc EHPAD, mine de rien, sur le parc du CIAS, il va y avoir des... Voilà. Par contre, il faut qu'on fasse un tableau d'engagement sur tous les bâtiments ou comment ça se passe?
En fait, il faut déclarer du coup sur la plateforme Opéra à partir du 37, enfin elle va être ouverte là début 2021 et il faudra que tous les bâtiments soient renseignés au 30 septembre 2021. Et après, chaque année, il faut donner les consommations sur la plateforme. Et puis, il y aura une obligation d'affichage sur vos bâtiments avec des espèces de petites feuilles, feuilles vertes, feuilles très vertes, feuilles encore plus vertes, pour montrer que vous allez dans le bon sens, quoi. Donc, voilà, il y a quand même, ça nous semblait important de vous en parler parce que du coup, nous, on a eu beaucoup d'infos qui arrivent par rapport à ça, beaucoup de présentations. Donc, voilà, l'État, il veut mettre en place des choses et du coup, il faut que ça aille vite, quoi. Forcément, si on veut répondre aux objectifs qui nous sont fixés, il va falloir faire des choses. Et ça concerne vraiment public-privé, donc toutes les entreprises aussi, tous les propriétaires de bâtiments d'une surface de plus de 1000 m² vont être obligés de faire des travaux, de se déclarer de la même manière que le fera la collectivité. Et par contre, donc, ils demandent aux collectivités de faire le tour de leur patrimoine pour savoir quel patrimoine est concerné par ce décret. Et par contre, pour les entreprises, le CEREMA est en train de travailler sur un schéma en fait, pour identifier les bâtiments à l'échelle des territoires qui sont concernés par ce décret tertiaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça, mais tout à l'heure, voilà, on parlait rénovation énergétique. Ben, s'il y a un objectif peut-être à se fixer, c'est de rénover les bâtiments de plus de 1000 m² en priorité. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça. Par rapport à, une fois qu'on aura identifié les bâtiments, qui doivent être rénovés en priorité, il faudra qu'on fasse un état des lieux et puis un plan d'action pour savoir ce qu'il faut faire, si c'est voilà. Et puis quelquefois on ne pourra pas. Enfin, je veux dire, bon, on fait quoi? On démolit. Pour répondre à cette question, il y a quand même des dérogations. Soit il y a une modulation de l'objectif en fonction des contraintes. Et puis, si on arrive à démontrer qu'économiquement, la rénovation n'est pas viable, ça rentre aussi en compte. Ouais. Mais il faut pouvoir le démontrer. Mais il y a une modulation des cibles. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. Il y aura une modulation sur l'altitude, etc. pour y parvenir. Je peux plus afficher le chat. Alors, du coup, si jamais vous avez des questions, je vous laisse prendre la parole. Donc après, du coup, pour poursuivre, on voulait vous parler de l'AMI Sequoia. Je ne sais pas si, Adrien, tu veux aussi présenter. Alors, c'est un appel à manifestation d'intérêt. C'est dédié là spécifiquement aux bâtiments municipaux. C'est porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et c'est financé par des certificats d'économie d'énergie. Donc, Sequoia, tous les AMI de la FNCCR actuellement, ils ont des noms d'arbres. Donc, ils ont choisi Sequoia pour soutien aux élus qualitatifs, organisés, intelligents, ambitieux. L'idée, c'est d'accompagner les programmes de rénovation énergétique à travers un financement de l'organisation de tous ces projets. Et vraiment, ils insistent sur le passage à l'acte. Donc, les deux choses sur lesquelles ils insistent pour financer, c'est déjà se mutualiser. Donc, c'est aux échelles des collectivités. Et c'est à l'échelle d'une collectivité, des établissements publics ou de syndicats d'énergie ou d'un autre partenaire public local. Donc, les actions qui sont financées, c'est des ressources humaines par des postes d'économes de flux qui vont aiguiller un peu les projets de rénovation par des outils de mesure et des petits équipements. Ça, c'est pour aussi permettre d'avoir un suivi à la fois de l'état actuel du patrimoine et puis accomplir des suivis énergétiques des bâtiments. Et tout ce qui concerne les audits et les stratégies pluriannuelles d'investissement pour des plans de travaux, par exemple. Et il finance aussi une partie de la maîtrise d'œuvre et des études techniques. Donc, c'est un financement à 50%, il me semble. Oui, après, c'est limité. Il y a plusieurs brides, mais soit ils financent des études techniques, soit ils financent les maîtrises d'œuvre, et puis un maximum des deux. Il faut voir après dans le détail ce qui peut être le plus intéressant. Donc, le SDES, il propose une candidature. Donc, on a une réunion demain avec Julie. On va se rendre à la mode pour voir.
ce qu'il en est, ils ont déjà déposé un dossier parce que c'est un AMI qui a eu une première enveloppe qui a été, dont les lauréats ont été choisis début décembre. Donc, ils ont déjà été lauréats et ils proposent d'accompagner d'autres collectivités, d'autres communes pour le prochain avec un dépôt des dossiers au 29 janvier 2021, donc autant dire demain. Donc voilà, demain, du coup, on aura un peu plus d'informations parce que du coup, on va aller rencontrer le SDES sur cette question-là. Mais du coup, on se disait que d'ores et déjà, ce qu'on pouvait retenir, c'est qu'avec ce décret tertiaire, peut-être que les communes qui ont déjà des bâtiments de plus de 1000 m² qui seraient concernés par ce décret, elles auraient tout intérêt à faire des audits et avoir une stratégie pluriannuelle d'investissement pour rentrer dans les objectifs qui sont fixés par la loi. Donc, du coup, peut-être que ça pourrait être une bonne chose d'intégrer en fait un groupement, parce que ce sera probablement avec d'autres collectivités. Il y a la Maurienne, la Tarentaise et Cœur de Savoie qui ont été approchés, parce que le premier groupement, c'était plutôt Grand Lac, Grand Chambéry. Donc voilà, le SDES nous dit on peut peut-être remonter une candidature. On n'a pas toutes les infos, mais on voulait quand même vous en parler parce que ça nous semblait intéressant. Ça finance effectivement pas de l'investissement, plutôt de l'étude et de l'ingénierie. Mais pour les communes qui auront des besoins, même qui ont, comme M. Bénard le disait, si sur Bouvillard, vous avez des projets de rénovation de bâtiments, si ça finance un audit énergétique à hauteur de 50% pour phaser des travaux, ça peut peut-être être intéressant. Voilà. Alors après, on a vu aussi le dossier qu'a rendu le précédent groupement. Il faut être assez détaillé, il faut déjà avoir des noms de bâtiments à identifier. C'est la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 29 janvier, donc on va être assez contraint dans le temps. Donc si on vous envoie des mails, c'est vrai qu'il faudra être assez réactif. Voilà, donc à ce moment-là, on reviendra, je pense, début de semaine auprès des mairies et puis on vous mettra en copie des mails qu'on enverra pour travailler, si les élus le souhaitent, sur une candidature d'Arlisière avec d'autres collectivités. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que, d'ores et déjà, est-ce que ça vous semble pertinent, je ne sais pas. Je vous ai perdu avec mes fiches actions. C'est un peu dense. Et du coup, ma proposition aussi, notre proposition, c'était du coup de vous proposer une commission début janvier, pourquoi pas le 13 janvier, pour valider les fiches actions de l'axe 2, 3 et 4. On vous enverra dès la semaine prochaine pour que vous puissiez les voir en amont et puis faire déjà des commentaires sur ce que vous en pensez. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fonctionne comme ça? Est-ce que vous avez vos agendas devant les yeux? Est-ce que le 13 janvier vous semble une bonne date? C'est un mercredi aussi, vu que depuis le début, on fait nos commissions le mercredi. Je ne sais pas, est-ce que ce serait bon pour vous? OK. Et du coup, juste pour finir… 17h, l'horreur? Ouais, ça serait 17h, je pense. Ouais. Et du coup, donc, pour finir, on fera sûrement un webinaire de présentation des actions du SDES. Les élus en charge de cette commission vont rencontrer le SDES courant janvier. Et puis après, on reviendra vers vous aussi pour vous faire une présentation, puisqu'ils financent notamment les diagnostics éclairage public, ils financent des travaux, ils ont la mission de CEP, donc ça nous semblait important qu'ils vous présentent un peu toutes les actions pour que chaque commune soit au courant, des actions du SDES. Ouais, je vais envoyer les fiches actions de l'axe 2, 3 et 4 dès la semaine prochaine pour que vous ayez le temps pendant vos vacances de Noël de réviser les fiches actions et d'avoir plein de propositions à nous faire à la rentrée. Donc voilà, je voulais juste finir, si vous avez des demandes particulières, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on travaille ou des propositions. Par rapport à la commission, même pour la prochaine fois, comment on pourrait présenter les fiches actions. Posez vos questions ou faire vos demandes. Voilà, je reviens sur l'axe 4 dont je vous parlais en début de l'intervention pour bien vous sensibiliser sur le fait qu'on a besoin, entre guillemets, d'élus référents pour animer cet axe 4 qui est vraiment lié à notre… application à… Comment on dit? Voilà, l'adaptation, ce n'est pas l'application, c'est l'adaptation au changement climatique. Et du coup, toutes les actions de terrain que l'on pourrait faire en animant soit des festivals ou des animations sur le territoire qui permettraient de fédérer l'ensemble des communes et l'ensemble de notre territoire dans ces thématiques-là pour notamment
bien s'approprier ce territoire, le découvrir, le connaître et faire un état des lieux aussi de toute la richesse de notre territoire dont on parle depuis le début. Donc là, on est moins sur le côté bâtimentaire, travaux et AMI, on est plus sur le développement et l'appropriation du territoire par nos concitoyens et puis par nous-mêmes. Donc, s'il y avait des élus pour porter ça, ce serait bien aimable de se présenter. Voilà. Mais enfin, Julie va vous envoyer les fiches, donc vous aurez le temps de regarder effectivement entre Noël et le jour de l'an, puisque de toute façon, vous serez seul. Donc, vous aurez tout le loisir de le lire et de regarder. Et puis, on compte sur vous début janvier pour qu'il y ait 2-3 volontaires pour animer cet axe 4. Julie, une petite question. Oui. Une petite demande, effectivement. Donc, Simon Vrier-Buffet, Villedugigne. On parle beaucoup d'Arlisère, on parle beaucoup des communes. Est-ce qu'on pourrait avoir, à l'occasion d'une commission opérationnelle, un focus sur les aides aux particuliers? Je sais que l'ASDER peut intervenir, etc. Mais en ce moment, on voit beaucoup de choses passer, notamment avec les nouveaux dispositifs d'État, MaPrimeRénov', etc. Et je pense que dans nos missions, que ce soit à l'échelle d'Arlisère comme à l'échelle des communes, il est important de pouvoir communiquer aussi sur ces dispositifs qui vont aussi s'adresser non pas qu'à des particuliers, mais parfois aussi à des copros. La prime Rénov' est ouverte aux copros maintenant, sans condition de revenus, etc. Il y a quand même des choses assez intéressantes à faire sans effectivement avoir besoin de trop engager d'argent ou d'investissement, mais bien simplement, encore une fois, dans une logique d'incitation. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. On peut organiser un temps d'échange ou le faire sous forme de webinaire, ou voilà, mais pas de souci. Ouais. Je vais noter, Simon. Ouais, on va travailler là-dessus. Sachant que là-dessus, vous êtes peut-être aussi au courant, Arlisère avait une plateforme de la rénovation énergétique. Au 1er janvier, ce sera le service public de l'efficacité énergétique. C'est le département qui porte la démarche maintenant pour les volets 1 et 2, donc, qui sont de la prise de contact et du premier niveau d'information. Et puis Arlisère prend le relais ensuite, comme elle le faisait jusqu'à maintenant, pour accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique. Et tout ça, c'est un sujet transversal, parce que c'est la commission logement qui a acté de cette décision. Voilà. Mais du coup, vous serez destinataire de la fiche action sur la plateforme de rénovation énergétique, parce que ça me semblait quand même important que vous soyez associés. Donc, du coup, ça fera partie d'une des fiches actions que je vais vous envoyer, là, que vous regarderez en mangeant une part de bûche. Voilà. Et puis du coup, c'est vrai qu'on a fait ça au dernier webinaire. Je vous propose de tous peut-être rallumer votre caméra pour qu'on se fasse un petit coucou, parce que c'est quand même un peu dur d'être tout seul dans une salle sans voir personne. Donc, si vous avez envie de montrer, voilà. Ça permet de se voir un peu, et puis vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis abusez pas trop du chocolat. Si. Et bonne soirée à tous. Merci, pareillement. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.